Bonjour à tous, nous espérons que vous vous portez bien. En ces temps chaotiques, nous avons choisi chez Sony d'adapter durablement notre communication via ce nouveau format visuel que nous souhaitons plus chaleureux afin de recréer la proximité qui est notre ADN, tout en respectant strictement les normes de confinement. La crise est exceptionnelle à bien des égards et ça fait maintenant aucun doute puisqu'elle a provoqué non pas l'arrêt progressif du système bancaire comme en 2008, mais l'arrêt instantané et quasi simultané de nos économies. Donc c'est cette immédiateté et cette simultanéité qui sont la marque de cette nouvelle crise et de sa gravité. La violence du choc financier sur le mois de mars a été rythmée par un enchaînement de records à la baisse sur les marchés actions, donc de l'ordre de moins 20% pour les pays développés jusqu'à moins 40% dans les pays émergents, donc comme le Brésil par exemple, je ne reviens pas dessus. Pour autant, les marchés obligataires ne sont pas en reste, avec un record historique de rachat sur la seule journée du 20 mars pour un montant de 34 milliards de dollars, toutes dettes confondues. Sur l'avant-dernière semaine, les fonds investment grade ont quant à eux subi jusqu'à 61 milliards de dollars de rachat, les fonds émergents 17 milliards et les fonds de dette gouvernementale de bonne qualité 4 milliards. Plus qu'une vague de capitulation, c'est une véritable phase de liquidation indifférenciée des positions qui s'est produite, entraînant avec elle même les valeurs refuges comme l'or ou les treasuries américains, la courbe américaine se disloquant sous l'impact des ventes forcées et des besoins de liquidité. Donc à titre d'exemple, le cross-currency basis swap, mesurant le coût pour un investisseur d'emprunter de la liquidité en dollars, se tendait de 100 points de base le 16 mars, soit des niveaux comparables aux crises de 2011 comme de 2008, et déclenchant les interventions récentes et historiques de la Fed. Face à ce choc de liquidité, les banques centrales ont déployé ces derniers jours tout l'arsenal inventé depuis la crise financière. Donc baisse des taux de 150 BP aux US, donc je ne reviens pas dessus, relax des réserves obligatoires des banques européennes, comme des banques américaines avec un montant de 1,6 trillion de dollars libéré mercredi dernier par exemple pour les banques US. Reprise également des programmes de quantitative easing, donc 120 milliards pour la BCE, augmenté d'un programme d'urgence de 750 milliards d'euros pour l'achat direct d'obligations corporate investment grade, c'est ce qu'il faut souligner, et d'obligations d'État. Et ce n'est pas fini. Des corona bonds sont en cours de discussion, mais butent encore sur le problème épineux des transferts fiscaux en Europe. L'étendue de cette réponse a permis de stopper les ventes désordonnées d'actifs financiers et d'inonder les marchés en monnaie, notamment en dollars, ouvrant donc la période de stabilisation récente avec un retour d'appétit sur la dette high yield, notamment en euros, et un nouveau record à l'envers cette fois-ci, donc d'inflow de 7 milliards de dollars selon Lipper. Si les banques centrales se sont emparées très tôt de la crise de liquidité, les États, eux, sont à la manœuvre pour gérer la question de la solvabilité des entreprises. Aux US, un plan de sauvetage de 2 trillions a été voté en faveur des PME, auquel va peut-être se rajouter un plan infrastructure pour les mêmes montants. L'Europe n'est pas en reste, avec un gonflement du budget de l'Union européenne de près de 1 trillion, etc. Les chiffres sont vertigineux. Toutefois, nous pensons chez Sony qu'il est important de souligner que ces aides représentent de la dette future pour les entreprises, qui devra soit être remboursée, alourdissant ainsi les charges financières et dégradant les ratios, soit être annulée dans les comptes des États. Il est également envisageable qu'une partie des dettes des États eux-mêmes soit annulée dans le bilan des banques centrales. On aura alors franchi un nouveau cap en matière de création monétaire. En 3 mois, on a quand même un certain nombre de certitudes qui commencent à apparaître. La crise sanitaire puis financière devient désormais économique et le marché devrait se focaliser sur les chiffres, comme ceux par exemple historiques du chômage américain de jeudi, relevant une hausse de 7 millions de nouveaux demandeurs d'emploi en une semaine, ce qui est du jamais vu, et correspond schématiquement à une hausse brutale du taux de chômage de l'ordre de 10%. Par ailleurs, selon Bullard, donc l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, le taux de chômage aux États-Unis pourrait monter jusqu'à 40% cette année. La crise devient donc beaucoup plus structurelle. Et le scénario de reprise en V, hautement questionnable, compte tenu de la destruction de croissance potentielle, qui sera très difficile et très longue à combler, notamment en Europe ou dans les pays émergents, qui ne disposent pas de telles capacités de relance. Nous pensons que le put des banques centrales comme des États sera encore sous pression dans les mois qui viennent et les volatilités vont rester sur des régimes plutôt élevés. Même si le pire est derrière nous, le sentiment de marché devrait rester otage, tantôt des vagues d'optimisme sur le front de la lutte contre le virus, tantôt du prix du pétrole, ou bien otage d'une perspective négative d'un confinement plus long, ou pourquoi pas d'une deuxième vague virale au 4e trimestre. À ce titre, notons par exemple la semaine dernière les prémices de discussion au sein de l'OPEP
où avec la Russie et les États-Unis, semble pointer vers une accalmie sur le plan du pétrole, une diminution de l'offre, aujourd'hui en surabondance, contribuant à calmer les marchés en fin de semaine dernière. La crise va également durablement affecter la solvabilité des corporates parce que les dettes d'État d'aujourd'hui sont de la dette future, qu'il faudra bien annuler ou restructurer. Par ailleurs, tout le secteur privé ne pourra pas être sauvé. Et l'augmentation des défauts est inévitable à nos yeux, comme l'ont justement rappelé les agences de rating, et notamment Fitch cette semaine, relevant les perspectives de taux de défaut par 2 sur les obligations high yield en Europe, soit un taux de 5% pour 2020 et 8% pour 2021 pour le moment. Notre conviction est donc que cette crise aura de violentes répliques dans le futur liées à l'organisation qui nous paraît inévitable des défauts. Au début du mois de mars, nous défendions que seul le triptyque réponse monétaire, fiscale et sanitaire permettrait au marché de se stabiliser. Depuis cette forte réponse monétaire et fiscale, le marché va donc peut-être se focaliser sur le volet sanitaire pour espérer durablement trouver un plancher, tant entendu que plus le confinement est long, plus grave est l'impact sur nos économies. Nous pensons donc que la baisse des marchés actions n'est probablement pas terminée, que la reprise récente de 20-25% sur les actifs risqués, et notamment les actions américaines par exemple, s'apparente à un bull trap, et qu'après une phase de liquidation suivie d'un short squeeze, nous allons assister à une phase de baisse peut-être plus organisée, qui elle va s'appuyer sur les révisions baissières des bénéfices, la compression des marges, l'annulation des dividendes, etc. Néanmoins, et le passé nous l'a prouvé, les marchés actions peuvent très largement enjamber à l'avance 6 mois de crise s'ils perçoivent une amélioration sur le front sanitaire. À ce titre, il n'est pas déraisonnable d'envisager une reprise des actifs risqués au 4e trimestre de cette année. Néanmoins, de manière générale, le scénario de reprise en V est à nos yeux assez questionnable et relève pour le moment plus de l'incantation que d'un scénario crédible. Alors, cette question de l'inflation est une préoccupation qui revient souvent chez nos clients. Nous pensons qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il n'y a pas dans nos économies développées de véritable inflation de second tour, qui est l'inflation qui compte, sans une hausse durable des prix de l'énergie. C'est assez compliqué avec un choc d'offres et de demandes simultanées sur le pétrole. Il faudrait également une pression forte sur la demande et les salaires. On voit bien que malheureusement, ce n'est pas le sujet. À court terme, les pénuries alimentaires, par exemple, et les hausses de prix, pourquoi pas concevables, résultent beaucoup plus d'un choc d'approvisionnement et non d'un choc de demande. Donc, si vous voulez, il faut voir ce choc récessionniste comme un trou béant laissé sur le PIB, ou les PIB, et les indices de prix. Si l'indice des prix tombe brutalement à 90, il faudra presque 10 ans de reflation avant de retrouver les niveaux de prix qui prévalaient avant. Donc, ne pas confondre inflation et reflation. Enfin, les banques centrales se montreront dans le futur extrêmement accommodantes afin d'éroder le poids de la dette. Alors en termes de scénario d'allocation, éviter les classes d'actifs trop risquées, clairement. Donc il nous semble qu'il est trop tôt pour retourner sur les marchés actions. On l'a dit, destruction de valeur, compression des marges, conditionnement de l'octroi d'aide au non-paiement des dividendes. Donc il n'y a pas beaucoup de raisons militant pour un retour vers les actions, notamment si le moteur buyback, donc rachat d'actions, est éteint. Éviter également les pays émergents, et en particulier ceux qui sont à la fois dépendants du prix du pétrole, puisqu'exportateurs de pétrole, et dépendants d'exportation vers l'Europe ou les États-Unis qui sont en situation de lockdown. Clairement, nous pensons qu'il vaut mieux être bondholder, c'est-à-dire créancier, plutôt que shareholder, c'est-à-dire actionnaire, dans la dynamique actuelle, parce que le créancier est senior sur l'actionnaire en cas de faillite. Donc en se montrant particulièrement sélectif, il y a probablement de la valeur sur les niveaux actuels, les niveaux de taux actuariels actuels, qui sont de l'ordre de 8 à 10% sur le high yield européen, tout en se montrant particulièrement attentif dans la sélection, notamment en dessous de double B, et dans les secteurs qui sont à risque, comme le tourisme ou la distribution par exemple, afin d'éviter le risque de mark-to-market et de défauts potentiels. Également, la question de l'octroi des aides d'État conditionnelles au non-paiement de dividendes devrait apporter de la dispersion entre les holdings et les entités opérationnelles. Le contexte globalement est donc favorable à un retour sur la catégorie high yield et plus globalement au taux d'intérêt, et nous aurons vraisemblablement l'occasion d'en reparler.